Dans une petite ville du Texas, un cambriolage tourne mal. Pour la victime, c'est le début d'un voyage au bout de l'horreur. Un crime effroyable, aux multiples témoins. L'histoire sordide et terrifiante d'une innocente aux mains d'un groupe d'adolescents, racontée pour la première fois à la télévision par une jeune mère, prise dans le tourbillon d'une liaison fatale. Au Texas, à mi-chemin entre Houston et Dallas, se trouve la petite ville de Palestine. C'est une charmante petite ville, pétrie de valeurs traditionnelles, où les étrangers de passage sont accueillis à bras ouverts. Mais en janvier 2000, s'est produit un événement d'une rare cruauté. Un meurtre choquant et gratuit qui a marqué les esprits de manière indélébile. 26 janvier 2000, 23 h. La police de Palestine se présente au domicile de Geraldine Davidson, surnommée Jerry, pour une visite sociale. Enseignante à la retraite, Jerry est aujourd'hui organiste. Âgée de 84 ans, elle vit seule depuis la mort de son mari. Son absence à la répétition de la chorale inquiète ses amis. Nous avons regardé par la porte et les fenêtres pour voir s'il y avait quelqu'un. Étant donné son âge, elle était peut-être malade ou blessée à la suite d'une chute. Situation suspecte. Les 3 enfants de Jerry sont également sans nouvelles. Je m'étais dit qu'elle avait dû s'absenter pour aller faire des courses chez Tyler ou ailleurs. Ça lui arrivait souvent de faire ça. Nous vivions à 2 heures de route de chez elle. Nous la savions seule et nous avions peur qu'elle fasse une chute et que personne ne puisse l'aider. Non, toujours rien. Nous étions tous inquiets et nous voulions savoir si notre maman allait bien. Madame Davidson? La porte de derrière est ouverte. Madame Davidson? Je n'ai vu ni entendu personne. La maison était très propre et parfaitement rangée. En l'absence d'éléments suspects, le sergent Muniz estime qu'il est inutile d'explorer le reste de la maison. Nous avons conclu qu'elle avait dû prendre sa voiture et qu'elle allait revenir plus tard dans la soirée. Le signalement de la Buick grise est donné aux agents qui patrouillent dans la ville. Quelques instants seulement après avoir quitté la maison, l'agent Muniz repère un véhicule correspondant à la description. C'était une Buick. J'ai donc décidé de vérifier que c'était bien Madame Davidson et que tout allait bien. Véhicule suspect. Commence filature. Indiquerai lieu exact dans quelques instants. Bien reçu. Mettez vos mains sur le volant. Je peux voir votre permis? Non. Et les papiers du véhicule? Non. À qui appartient ce véhicule? Personne ne savait à qui appartenait le véhicule. Ils étaient incapables de me donner le nom du propriétaire. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Les craintes du sergent Muniz se confirment. Il s'agissait bel et bien du véhicule de Madame Davidson. Le standard m'a ensuite confirmé que le numéro d'immatriculation était aussi celui de Madame Davidson. C'était très inquiétant, car non seulement elle avait disparu, mais en plus elle n'était pas au volant de sa voiture. Et il nous semblait peu probable qu'elle se soit perdue quelque part. Je vais vous demander d'ouvrir la portière et de descendre du véhicule en me faisant face. Les 5 occupants de la voiture sont emmenés au poste pour être interrogés et le véhicule est remorqué afin d'être examiné. Inquiets, les policiers retournent au domicile de Jerry. Cette fois-ci, ils découvrent qu'une des fenêtres de la cuisine a été fracturée de l'extérieur. Les tiroirs sont grands ouverts. Ils ont visiblement été retournés.
Les policiers découvrent que la maison a été mise à sac. Le bureau du procureur est immédiatement alerté. À cet instant, on ne parle pas encore de meurtre, mais clairement, la sonnette d'alarme est tirée. Nous venons de trouver des gens au volant de sa voiture ainsi que plusieurs éléments suspects à bord du véhicule. De toute évidence, il est arrivé quelque chose à Geraldine Davidson. La police interroge les 5 jeunes gens. Ils affirment avoir emprunté la voiture en échange de drogue. Les gens utilisent le crack comme monnaie d'échange. S'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent l'échanger contre ce qu'ils appellent une voiture de location. Depuis quelques années, de nombreux dealers ont élu domicile dans certains quartiers de Palestine, non loin de la maison de Madame Davidson. Toute la partie sud de Palestine a connu un regain de criminalité, ça ne fait aucun doute. Et le quartier est connu de ceux qui désirent acheter des stupéfiants. L'enquête progresse rapidement et les policiers obtiennent un nom. Les occupants du véhicule prétendent que la voiture leur a été louée par Daniel Simpson, un criminel bien connu des autorités locales. Il a eu affaire à la justice par le passé pour des crimes violents ainsi que d'autres infractions. Une altercation avec sa petite amie a failli tourner au drame. Non mais écoute-toi! Lâche-moi! Me pousse pas à bout, j'ai pas besoin de toi! Pourquoi t'es comme ça? Je suis pas un méchant! J'ai toujours été à tes côtés! Je m'en vais! Ah ouais, tu pars! La jeune femme décidera de ne pas porter plainte. Il instrumentalise sa colère et ses comportements violents. Ce sont des outils à sa disposition. Je pense que son profil, par de nombreux aspects, est celui d'un psychopathe. La souffrance chez autrui ne le freine pas et ne modifie pas ses comportements. Deux heures après avoir découvert la maison de Geraldine Davidson mise à sac, les policiers arrivent au dernier domicile connu de Daniel Simpson. Amanda Simpson, que puis-je pour vous? Je recherche Daniel Simpson, vous le connaissez? Il est derrière vous. Poursuivi par les forces de l'ordre, Simpson parvient à prendre la fuite. Malgré le décès de son mari 15 ans auparavant, Geraldine Davidson profite pleinement de sa retraite. Très appréciée de ses élèves, elle enseignait l'histoire et la musique au collège. Elle adorait sa vieille maison. Il était hors de question qu'elle la quitte. Elle était chez elle, proche de tous ses amis. Mais pour ses fils et sa fille, la situation est de plus en plus préoccupante. Il y a quelque temps, Jerry a retrouvé une vitre cassée. Puis elle a reçu la visite de 2 inconnus. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Nous vivons plus bas dans la rue et nous voudrions utiliser votre téléphone. Notre mère est très malade. D'accord, entrez donc. Merci, c'est très gentil. Elle les a laissés entrer. Et peu après, elle est montée à l'étage. Qu'est-ce que vous faites en haut? Fichez-moi le camp. Sortez de chez moi tout de suite. Elle les a poursuivis dans l'escalier jusqu'à la porte. En racontant la scène, elle rigolait. Elle avait l'air fière d'avoir pu les chasser hors de sa maison. Pourtant, ses enfants insistent pour que la maison soit sécurisée au plus vite. Malheureusement, Jerry est enlevé juste avant le début des travaux. Nous avions cherché ensemble une entreprise spécialisée dans la pose d'alarme. Et pour tout dire, l'installation d'un système de sécurité était programmée. 2 jours après la disparition, la femme de Daniel Simpson est interrogée au commissariat. Pour la première fois,
Elle raconte devant les caméras sa terrible histoire. L'histoire d'un amour malsain et d'un crime terrifiant que beaucoup connaissaient mais ont préféré taire. Elle révélera enfin Répondez pas. la fin tragique de Geraldine Davidson. La police de Palestine, au Texas, enquête sur la disparition de Geraldine Davidson. Plus tôt dans l'après-midi, Jerry devait donner une leçon de piano à un petit garçon, le fils d'Alice Brewer. Mais quand la mère et ses enfants se présentent chez elle, elle ne répond pas à la porte. Nous avons toqué à la porte, mais sans réponse. Alors les enfants ont fait le tour de la maison pour voir si elle était chez elle, mais ils n'ont rien vu. Je suis allée dans le garage et la voiture n'était plus là. Il y avait clairement un problème. Ce n'était pas son genre de disparaître. Je me suis demandé ce qui se passait. Est-ce qu'elle a des ennuis? Est-ce qu'elle est blessée? Alors que la police est venue l'appréhender, le suspect numéro 1, Daniel Simpson, a réussi à fuir. Pourquoi conduisait-il la voiture de Jerry Davidson? Et pourquoi l'a-t-il prêtée à une bande d'adolescents? Je l'ai loué à quelqu'un. Sa femme, âgée de seulement 16 ans, et dont le nom de jeune fille est Jennifer Smith, est interrogée par les policiers. Elle leur explique comment elle est tombée amoureuse du petit caïd du coin. C'était sympa, on faisait les fous, il me traitait bien et j'aimais ça. Elle tombe éperdument amoureuse de Simpson, et l'école passe rapidement au second plan. À la fin du collège, l'école ne m'intéressait plus parce que tout ce que je voulais, c'était être avec Daniel. Je voulais rien d'autre qu'être avec lui. Il allait parfois en cours quand il en avait envie. Cette amourette ne plaît pas du tout à la mère et au beau-père de Jennifer, qui estime que Simpson est un garçon à problème. C'est devenu tendu parce que ma famille faisait tout pour nous séparer. Selon eux, ils ne pouvaient que me faire du mal, mais moi, je voulais être avec lui. Donc j'ai continué à le fréquenter. Jennifer ne compte pas laisser qui que ce soit les séparer. Carole, t'es jolie. Merci. Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Prête? J'ai fini par m'enfuir avec Daniel. Nous allions de motel en motel, restant parfois plusieurs semaines. Il voulait faire un enfant. Les vœux de Simpson sont exaucés. Et Jennifer lui donne un petit garçon. Ce bébé était rien qu'à moi. J'étais enfin importante pour un autre être humain. Ça me rendait très heureuse. Les amoureux passent tout leur temps ensemble. Mais Jennifer garde le contact avec les siens. Et puis j'ai eu envie de rentrer à la maison parce que ma mère me manquait. Donc je suis revenue un peu, mais Daniel me voulait à ses côtés. Donc je suis repartie avec lui. Jennifer Smith va pourtant payer très cher le prix de cet amour. Afin d'entretenir leur relation, elle vole de l'argent chez elle. Elle est dénoncée par sa propre mère. Bonjour, voici ma fille. Je voudrais porter plainte contre elle. Les ennuis commencent pour Daniel Simpson. Ils m'ont coffré. Ils ont aussi coffré Daniel parce qu'il fricotait avec moi et que j'étais mineure. Toujours aussi amoureuse de Simpson, Smith découvre qu'elle a la possibilité de faire tomber les charges qui pèsent contre Daniel. Le couple pourrait être à nouveau réuni. La seule manière pour moi de le faire sortir de prison était de l'épouser. J'ai contacté un avocat et on s'est mariés. C'est aussi simple que ça. Je ne voulais pas qu'il soit enfermé. Ils ont décidé de se marier en se disant qu'une fois mariés, les charges d'agression sexuelle tomberaient automatiquement. Le plan fonctionne. Les charges sont abandonnées. Et Jennifer Smith devient Madame Jennifer Simpson. Mais la lune de miel sera de courte durée. Je veux juste que tu surveilles le bébé. Non, il n'y a pas moyen. Daniel Simpson dévoile son nouveau visage, celui d'un homme violent. Je venais de le sortir de prison et de l'épouser, et c'est après ça que j'ai compris qui il était vraiment. Il était très souvent défoncé, ou alors juste en colère parce qu'il était jaloux. Parfois il n'y avait aucune raison, il me sautait dessus et me frappait comme ça. C'était un mec violent. Je vais te tuer, toi et ta famille. Relève-toi. De plus en plus violent, Daniel Simpson devient incontrôlable.
et s'en prend même à son propre père. Lors d'une dispute avec son père, il a brisé toutes les vitres de sa camionnette. Reste ici! T'approches plus de moi! Où est-ce que tu vas? Reviens ici! Moi qui connaissais déjà ses problèmes de tempérament, je savais que la seule chose à faire était de se tenir à l'écart. Daniel choisit des victimes qui prennent vulnérabilité. Je pense que dans son cas, le terme de prédateur n'est pas usurpé. Il s'agit d'un individu qui considère les autres non comme ses semblables, mais comme une ressource à sa disposition. Si vous voulez, c'est un peu comme un loup parmi des agneaux. Jennifer Simpson explique aux enquêteurs que le matin de la disparition, elle a entendu une conversation entre son mari et un jeune ami à propos d'un cambriolage. Allez, on va cambrioler la vieille. Je l'ai entendu dans la cuisine en train de parler d'un cambriolage chez une vieille dame et je lui ai dit d'abandonner ses plans cupides. Daniel Simpson lui avoue avoir cambriolé la maison de Jerry Davidson la semaine précédente avec l'aide d'un copain du quartier. Allez, on dégage! Mais il ne m'a jamais dit ce qu'ils avaient volé cette fois-là. On met les voiles. Alors ce jour-là, quand il a voulu y retourner, j'ai décidé de le suivre. Il savait que Madame Davidson était une personne âgée et seule, donc vulnérable. Les enquêteurs voient désormais la jeune épouse de Daniel Simpson sous un tout autre jour. Elle avoue que, sachant Madame Davidson sortie, ils ont cassé une fenêtre afin qu'elle puisse entrer dans la maison. Je suis entrée et j'ai ouvert la porte de derrière. On a fouillé la maison. 10 minutes plus tard, c'est la panique générale, car Jerry Davidson est revenu plus vite que prévu. On a cherché à se planquer. Eh les gars, venez par ici! On voulait s'en aller, mais Daniel nous a dit « pas question ». J'ai entendu le téléphone sonner et puis tout à coup... Répondez pas! Où est l'argent? Assieds-toi là, ferme-la et écoute bien! Je reviens de la banque. Si tu bouges, je te tue! Et Daniel lui disait sans cesse de la fermer, puis il m'a demandé de venir. Amène-toi! Retiens-la! Pitié! Elle m'a dévisagé comme si elle se disait « c'est une fille ». Tais-toi! Et elle avait peur. J'ai bien vu dans ses yeux qu'elle avait peur. Les cambrioleurs n'ont rien prévu pour attacher leurs victimes. Ils se saisissent de la première chose qui leur tombe sous la main. Un petit ruban adhésif. Ferme-la, tu me saoules! Serre bien, vas-y! Je veux plus l'entendre! J'ai dû lui en mettre sur la bouche parce qu'elle essayait de se débattre et elle criait. Je lui disais tout le temps « s'il vous plaît, arrêtez ». Daniel Simpson revient avec un oreiller. L'atroce calvaire de Geraldine Davidson ne fait que commencer. Tenez-la! Allez, on se bat! On y va, on y va, on y va! Dehors, Geraldine Davidson pense qu'elle a peut-être une dernière chance de s'échapper. Tu peux plus rien faire! S'il vous plaît, laissez-moi partir. Est-ce que quelqu'un entendra ses cris de détresse et pourra lui porter secours? Au secours, aidez-moi! Janvier 2000. Les enquêteurs de Palestine, au Texas, écoutent attentivement le récit de Jennifer Simpson. Elle raconte comment elle, son mari et un adolescent de 13 ans ont cambriolé le domicile de la pauvre Madame Davidson avant de la kidnapper. Un simple bout de ruban adhésif autour de la bouche. Elle tente désespérément d'attirer l'attention. Tu peux plus rien faire! Il s'est mis à me hurler dessus en me reprochant d'avoir mal mis la bande adhésive sur sa bouche. Il m'engueulait. Ils ont fini par la mettre dans le coffre. Et là, j'ai compris que c'était sérieux. Puis ils vont faire un petit tour, achètent de la marijuana et fument des pétards trafiqués avec du formaldéhyde. En fait, ça augmente l'effet et ça fait perdre les pédales. Alors que ses ravisseurs arrivent au domicile de la tante de Simpson, Geraldine Davidson essaie tant bien que mal de s'extirper du coffre de la voiture. Ouais mec, c'est dingue. Daniel Simpson cherche à savoir où il pourrait revendre la voiture.
C'est ta copine dans ta voiture? C'est pas ma voiture, c'est la sienne. Elle commence à lui raconter les affaires qu'elle a sur le feu. Simpson ne peut s'empêcher de se vanter à son tour et exhibe fièrement son trophée, une femme ligotée et terrifiée. Daniel a ouvert le coffre de la voiture. Par pitié, s'il vous plaît, prenez ma voiture. Je l'entendais dire qu'il pouvait prendre l'argent, la voiture. Tout ce qu'elle voulait, c'était ses médicaments. Je rentrerai à pied. Ferme ta bouche! Tu sais même pas où on est! Elle était désespérée, elle savait qu'il lui fallait prendre ses pilules et elle les implorait. Curieusement, la tante de Simpson ne prévient pas la police. Et la souffrance de Jerry laisse Jennifer Simpson totalement indifférente. Moi, tout ce que je voulais, c'était en finir avec tout ça. Alors j'ai rien dit. Rien dit du tout. Leur complice, âgé de 13 ans, est sous l'emprise de la drogue qu'il a fumée avec eux. Il ne réalise pas la gravité des actes auxquels il prend part. Les trois ravisseurs passent prendre Lionel, 15 ans, le frère cadet de Simpson. Allez, c'est parti, on décolle. C'est fait? Ouais, je l'ai fait, elle est dans le coffre. Lui aussi est bien connu de la brigade de la délinquance juvénile. Il possède une réputation violente et a été accusé de tentative de meurtre envers son père. Il en est arrivé à cogner son père à la tête avec une batte de baseball. Excité par la prise d'otage, il est impatient de montrer à son grand frère qu'il est un vrai dur, lui aussi. La plupart du temps, ils étaient en compétition. Qui sera le plus dur? Qui osera faire tel truc? Qui ira tabasser un tel? Des trucs dans le genre. La libération de Geraldine Davidson n'est plus à l'ordre du jour. Une fois que Lionel est arrivé sur le coup, la donne a changé. Daniel pouvait faire une croix sur ses plans, quels qu'ils soient. Maintenant, il allait écouter Lionel. Les ravisseurs font un petit tour dans la ville et s'arrêtent plusieurs fois pour exhiber Geraldine Davidson tel un trophée. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir, dites-lui quelque chose. Ils ouvraient le coffre. Aucun de ces individus n'a appelé la police pour signaler sa présence. Pour essayer de comprendre pourquoi ils passent leur temps à la montrer et à l'accabler, il faut se projeter dans une forme de culture de la colère. Ces jeunes évoluaient dans le milieu des gangs de rue. Tous les individus à qui Mme Davidson a été montrée faisaient partie de ce milieu. Être capable de faire quelque chose d'aussi violent et implacable vous assure un statut. C'est ainsi que vous gagnez l'estime de vos semblables. Laissez-moi partir, au secours! À l'aide! Dans quel monde vit-on? Qui sont ces gens qui, témoins d'un acte aussi abominable, ne lèvent pas le petit doigt pour vous porter secours? Personne n'a rien fait pour aider Mme Davidson alors que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Alors qu'ils continuent à la montrer à leurs amis, Lionel se met à rouer de coups sa victime avec ses poings. Il est possible qu'il ait aussi utilisé une pelle pour la frapper. L'analyse des empreintes digitales retrouvées sur la carrosserie de la voiture laisse penser qu'une dizaine de personnes ont vu Jerry ce jour-là. Ces empreintes nous indiquent que les gens se sont penchés pour regarder Mme Davidson dans le coffre de la voiture. S'arrêtant pour manger dans un fast-food, les ravisseurs sont filmés par les caméras. C'est moi qu'ils ont envoyé. Dans la file d'attente, Jennifer se tient juste derrière une vieille dame. Elle attend sagement pour passer commande. Et payer avec l'argent de Geraldine Davidson. Les occasions de dénoncer ses complices ne manquent pas. Mais elle se contente d'acheter à manger. Jennifer Simpson passe plus de 20 minutes dans le restaurant. Pendant ce temps, la victime est en train de dépérir dans le coffre de la voiture
garé seulement quelques mètres plus loin. Fatigué d'attendre, Lionel entre dans le restaurant pour aller chercher sa belle-sœur. Lionel est venu me dire qu'elle commençait à faire du bruit dans le coffre et qu'il fallait y aller. Ça fait 3 quarts d'heure. Allez, manque-toi. C'est bon, mec. On a des cheeseburgers au bacon. Au bacon? À boule. Donne-moi mon sandwich, mec. Attends! Pitié, s'il vous plaît! Va falloir lui faire un sort à celle-là. Sachant pertinemment qu'il n'est plus question de libérer Jerry, le groupe discute de la suite du programme. Lionel voulait la balancer dans une rivière après l'avoir ligotée. Les ravisseurs s'arrêtent pour acheter de la bande adhésive. Puis en véritable tortionnaire, ils partent à la recherche d'un endroit plus calme qui sera le prochain décor de leurs exactions. Nous sommes arrivés dans une impasse et Lionel et Daniel sont sortis de la voiture. Lionel Simpson prend un malin plaisir à brutaliser sa victime. Il l'a attachée au bout d'une corde et il s'est mis à la balancer un peu partout. Daniel lui a dit d'arrêter, mais Lionel était dans son délire. Ensuite, Lionel lui a mis du ruban sur la bouche. Tais-toi, tais-toi. Il l'a retournée, lui a mis les mains dans le dos et il lui a attaché les bras avec du ruban. Elle était étendue sur le sol. Lionel l'a ramassée. Ensuite, ils l'ont remise dans le coffre. Le gang a maintenant besoin d'un bloc de béton. Alors Daniel nous a emmenés dans une vieille baraque où lui et son frère avaient vécu. Lionel est sorti de la voiture. Et j'ai entendu des bruits de coups de poing. Ta gueule! Quand il est remonté dans la voiture, Daniel lui a demandé « Tu l'as tapé ?» Et Lionel a répondu « Ouais ». Allez, c'est bon. On se tire. Te calmer, mec. Tu pètes les plombs. On se tire. Et je me souviens que je me disais « Pourvu qu'on en finisse ». Prenant la direction du nord-est, ils suivent un chemin de terre qui les mène au bord de la rivière Neches. On peut imaginer à quel point elle était terrifiée. Je suis sûr qu'elle devait implorer le Seigneur. « Pitié, venez-moi en aide !» Le calvaire de Jerry dure depuis bientôt 7 heures. Je me retourne et je vois que Daniel et Lionel s'affairent à l'arrière de la voiture. La seule chose que je pouvais voir, c'était leurs bras. Je n'arrivais pas à croire qu'ils aient fait ça. Jusque-là, je ne pensais pas que ça irait jusqu'au meurtre. Je ne savais pas trop ce qu'ils comptaient lui faire. Mais quand c'est devenu bien réel, je ne savais plus trop quoi penser. Et puis l'instant d'après, ils sont revenus dans la voiture. Daniel a mis le contact et on est parti. Les meurtriers reprennent la route en direction de Palestine et déposent le jeune garçon de 13 ans chez lui. Puis Jennifer. Celle-ci se couche sans alerter quiconque. Une fois endormie par son mari qui frappe à la fenêtre, il pense que la police est à ses trousses. Il m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Pour finir, il est entré et il s'est allongé à côté de moi. On est resté allongé pendant 30 minutes, peut-être moins. Et puis tout à coup, on a entendu « Il y a la police dehors !» Daniel a sursauté
Et il a à peine eu le temps de bouger que les policiers braquaient déjà leur lampe torche à travers la fenêtre de la chambre. Daniel a quand même réussi à s'échapper par la fenêtre. Et à semer la police. Je suis sortie pour voir ce qui se passait et il y avait un tas de policiers autour de la maison. À l'aube, une automobiliste signale à la police la présence d'un corps flottant à la surface de la rivière Neches. Geraldine Davidson serait-elle toujours en vie? La police de Palestine au Texas enquête sur la disparition d'une retraitée, Jerry Davidson. Ne faites pas ça! Aidés par l'appel d'une automobiliste qui pense avoir repéré un corps dans la rivière Neches, les enquêteurs se rendent sur place. J'ai trouvé des traces de pneus ici. Et juste là, on a vu la masse rouge dont parlait l'automobiliste. On est descendu pour voir de plus près. C'était clairement un corps humain. Et puis on a vu les mains attachées, la corde autour des chevilles et le parpaing. Le corps correspondait à la description que nous avions de Madame Davidson. Elle était bâillonnée avec du ruban adhésif, les mains attachées dans le dos. Et ses pieds étaient joints par une sorte de corde au bout de laquelle il y avait un parpaing censé la faire couler. Sa bouche était déformée. Elle avait visiblement reçu des coups. Un des policiers reconnaît la victime. Devant lui, le corps sans vie de son professeur de 5e. Il est évident qu'elle ne représentait pas une menace ou un danger pour ses ravisseurs. Cette mort violente et inutile m'a profondément touché. Le corps est envoyé à Dallas pour l'autopsie. Le rapport du médecin légiste confirme le récit de Jennifer Simpson. Des coups d'une rare sauvagerie ont été infligés à la fragile retraitée. Son visage, son crâne et son torse sont couverts de blessures. Geraldine Davidson a connu une fin abominable. L'autopsie a révélé qu'elle était encore en vie quand son corps a été jeté dans la rivière. Elle a été balancée dans la rivière, consciente qu'elle était sur le point de mourir seule dans une eau glaciale. Ligotée, lestée par un bloc de béton et jetée dans des eaux glaciales, Geraldine Davidson est morte par noyade. Sa famille a été traumatisée par la cruauté de son meurtre. Nous nous sommes soutenus moralement les uns les autres et nous avons beaucoup pleuré, ne sachant pas vraiment où nous en étions. Comment fait-on pour surmonter un tel drame? Toute la communauté est horrifiée par cette tragédie et par chaque détail sordide de la douloureuse agonie. La police s'inquiète également de savoir les frères Simpson et leurs complices de 13 ans toujours en cavale. Mais les enquêteurs ont une piste. Selon les informations que nous venons de recevoir, Daniel Simpson serait dans un squat sur South Jackson Street. Nous allons faire un point avec 2 collègues, établir un plan d'action et essayer de le coincer. Le petit frère de Daniel, Lionel, est peut-être aussi sur les lieux, un repère de drogués. Encore une fois, Daniel tente de prendre la fuite. Fais un geste! Bouge pas. Je le tenais en joue. Il était coincé. Et puis on l'a placé en garde à vue. Lionel Simpson est également menotté et arrêté. Le jeune garçon de 13 ans est appréhendé à son domicile et placé dans un centre de détention pour délinquants juvéniles. Daniel Simpson refuse de coopérer avec les enquêteurs. Après avoir réclamé un avocat, il se mure dans un profond mutisme.
Daniel cherchait à nous défier et il voulait nous empêcher de progresser. Il n'a donné aucune information utile à l'enquête. Il avouera brièvement avoir conduit la Buick. Son frère, lui, accepte de faire une déposition par écrit. Il n'avait pas l'air de se rendre compte de la gravité du crime qu'il venait de commettre. Dans sa version des faits, Lionel Simpson explique que son frère est venu le voir 2 semaines avant le meurtre. Daniel avait élaboré un plan pour cambrioler le domicile de Madame Davidson, prendre tout ce qu'il pourrait chez elle, puis s'enfuir en volant sa voiture. L'idée était de revendre le butin à un receleur et de se faire de l'argent. Lionel ne nie pas toute implication dans le meurtre de Geraldine, mais il affirme qu'il ne l'a pas jetée dans la rivière. C'est lui, non c'est elle, non c'est lui. Tout le monde se refile le bébé. Personne n'admet avoir jeté le corps de Madame Davidson dans la rivière. Chacun dit qu'un autre l'a fait. Grâce aux empreintes prélevées sur le coffre, les enquêteurs sont en mesure de prouver que seuls les frères Simpson l'ont ouvert. Soit ils l'ont ouvert, soit ils l'ont fermé. Les enquêteurs disposent maintenant de suffisamment d'éléments à charge pour poursuivre les 2 frères pour meurtre. Il nous semblait clair que les 4 individus Si tu bouges, je te tue! étaient impliqués dans le meurtre. Par la suite, ils ont tous été inculpés pour meurtre qualifié. Le docteur David Self, psychiatre, est chargé par le procureur de déterminer le profil psychologique de Daniel Simpson. Il était très infantile sous de nombreux aspects. Réponds pas, ferme-la! Pourtant, si on s'en tient aux faits, il a fait preuve d'une cruauté extraordinaire et ses actions étaient empreintes de haine. Selon le diagnostic du docteur David Self, Daniel Simpson a le profil d'un psychopathe. Les psychopathes présentent une personnalité et des comportements antisociaux. L'absence de morale ou de conscience est aussi un aspect crucial. J'ai estimé que ces actes indiquaient une défaillance morale profonde. Les remords ou la culpabilité lui étaient étrangers. Il était incapable d'empathie et ne percevait pas la douleur et la souffrance chez autrui. Et il lui était impossible d'assumer ses actes, ce qui est cohérent avec ce type de personnalité. Un mois plus tard, Daniel, Lionel et Jennifer Simpson, ainsi que leurs complices de 13 ans, sont inculpés de meurtre qualifié devant le grand jury du comté d'Anderson. Mais Jennifer va se retourner contre son mari. Celui-ci va devoir se battre pour sa vie, car le procureur réclame la peine de mort. Mais l'accusation subit un sérieux revers. Un juge décide d'exclure du dossier un élément capital. L'intégralité d'un témoignage est maintenant inutilisable devant les jurés. Cette décision pourrait bien offrir une porte de sortie inespérée aux criminels. La petite ville de Palestine au Texas n'a jamais connu de meurtre aussi terrifiant. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui est une première. Un couple de jeunes mariés et 2 adolescents sont accusés d'avoir sauvagement agressé, enlevé et assassiné Jerry Davidson, 84 ans. Nous voulions raconter aux jurés ce qui s'était passé ce jour-là, comment il l'avait brutalement kidnappée avant de la tuer et de jeter son corps dans la rivière. Je te dis, on va aller cambrioler la vieille. Et on va la dépouiller de tout ce qu'elle a, mec. Tout.
En échange d'une transaction pénale, l'adolescent de 13 ans est contre les autres. Nous avons négocié avec lui parce que son degré de responsabilité dans le meurtre était minime. Poursuivi en tant que mineur, il plaide coupable et reçoit une peine de prison égale à son âge, 13 ans. Jennifer Simpson et Lionel Simpson seront bientôt poursuivis en tant qu'adultes. Mais leur âge au moment des faits, moins de 21 ans, rend la peine de mort inapplicable. Le procès exacerbe la colère de la communauté et attise les passions. Les audiences sont donc déplacées dans un comté voisin. Alors que son procès touche à sa fin, Jennifer Simpson accepte un marché. L'offre prévoit une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. C'est là son unique chance de sortir un jour de prison. Mais son mari et son beau-frère. Pour la première fois devant les caméras, elle explique être tiraillée par sa conscience. Je me demande sans cesse, et si j'avais dit quelque chose? Si j'avais eu plus de courage, est-ce que j'aurais pu la sauver et empêcher le meurtre? Dès l'ouverture du procès de Lionel Simpson, l'accusation essuie un cruel revers. Son témoignage ne peut être utilisé contre lui à cause d'une erreur de procédure dont la défense a tôt fait de s'emparer. La loi est très claire, il faut contacter les parents et nous ne l'avons pas fait. Le dossier à charge est pourtant suffisamment fort et le procureur obtient la condamnation. Lionel devra purger une peine de prison à vie assortie d'une peine incompressible de 40 années. Dans une lettre adressée à sa mère, Daniel accuse sa femme d'être l'instigatrice et va même jusqu'à suggérer que c'est elle qui a jeté le corps dans l'eau pendant qu'ils attendaient dans la voiture. Allez, on se casse. Dépêche-toi, on se barre de là. Il a raconté que c'est moi qui avais jeté la victime dans la rivière et que je conduisais la voiture. Je ne comprends pas pourquoi il est allé raconter ça. Cette version ne tient pas debout. Nous savons très bien qui donnait le là. D'abord Daniel, puis Lionel. Le psychiatre David Self, qui a établi le profil psychologique de Daniel, explique Nous évaluons les risques présentés par l'individu. Dans le cas de Daniel, le risque, juste après les faits, était maximal. Les actes qu'il a commis, c'est-à-dire conduire avec cette femme dans le coffre, la tourmenter, la torturer et la violenter, sont parmi les plus cruels que j'ai pu observer dans ma carrière. Après 4 jours de procès, la sentence est prononcée. La peine capitale. 11 mois après les faits, Daniel Simpson est reconnu coupable de meurtre qualifié et condamné à mort par injection létale. C'est invraisemblable d'imaginer que certains êtres humains traitent ainsi leurs semblables ou ne s'indignent pas devant de tels comportements. Au bout d'un moment, Daniel a dit « J'en ai marre de la prison. Exécutez-moi. » En novembre 2010, une décennie après son meurtre abominable, Simpson emprunte le couloir de la mort pour la dernière fois et se dirige vers la salle d'exécution. Paul Stone, journaliste, est présent. On vous fait entrer dans une pièce, puis une porte s'ouvre et par la fenêtre, vous pouvez voir le condamné à mort sur un chariot d'hôpital, attaché. Il n'est pas rare que le condamné implore le pardon de la victime et de la famille. Daniel Simpson n'a rien fait de la sorte. Vous allez me manquer! Je suis prêt! Je suis prêt. 9 minutes après l'injection, le décès de M. Simpson était prononcé. Ça ne m'a pas du tout soulagé.
Quand je repenserai à ma mère, je me souviendrai toujours qu'elle a été tuée sauvagement, torturée et tuée à petit feu. Son meurtrier, lui, en revanche, est tranquille. La famille de Geraldine Davidson ne parvient toujours pas à comprendre comment tant de personnes ont pu voir leur mère ligotée dans ce coffre sans alerter la police. Ces gens ont regardé et n'ont rien fait. À mes yeux, ils sont tout aussi coupables que ceux qu'on a jetés en prison ou exécutés. Quelqu'un aurait pu et aurait dû arrêter ce meurtre. En 2007, le jeune garçon impliqué dans le meurtre a eu 21 ans. Sous l'impulsion des proches de Jerry, qui veulent faire preuve de clémence, il est remis en liberté conditionnelle pour une période de 7 ans. Nous avons vu ce jeune homme prendre le chemin de la rédemption et essayer de faire le bien. Cela nous semblait juste qu'il soit libéré. Jennifer Simpson pourra demander sa libération conditionnelle en 2030. Elle aura alors 47 ans. Si je pouvais revenir en arrière et réécrire le cours des choses, je ferais tout pour arrêter ce meurtre. Sa mort était injuste et je suis désolée. Une nouvelle loi a été introduite au Texas en mémoire de Geraldine Davidson. Désormais, être témoin d'un crime sans le signaler est une infraction criminelle. Pour sa famille, Geraldine Davidson laisse derrière elle le souvenir d'une vie remplie de bonheur et de générosité. Parfois, quand je suis un peu morose, l'image de ses petites mains dans l'eau glaciale de la rivière où elle a trouvé la mort me traverse l'esprit. Mais bien vite, je chasse cette image et je songe à ses mains pleines de vie en train de jouer toutes ces belles musiques. Les mains d'une femme qui a pris la vie à bras le corps pendant 84 ans. Je pense que c'est ainsi qu'elle voudrait qu'on se souvienne d'elle. Il arrive parfois que l'on se retrouve face à des personnes au comportement totalement inexplicable. Et il est impossible de concevoir ce qui les a poussés à agir ainsi. Allez, c'est parti, dépêche-toi! À l'instant fatidique où Lionel a pris place à bord du véhicule, une liaison fatale est née et a engendré la mort. Entre les deux frères, une forme de synergie s'est créée. Ils pouvaient déclencher bien plus de violence ensemble que séparés.